Mes amis, je vais aujourd'hui vous parler de l'intelligence artificielle et à la demande d'une copine qui m'a dit: est-ce que tu peux faire une vidéo pour dire si l'intelligence artificielle rend bête ou intelligent? Eh bien, je vais faire un petit tribute, je vais répondre à sa question amicalement. Je voulais vous faire profiter des rayons de soleil, mais il s'est mis à pleuvoir, donc vous voyez, j'ai un peu pris de soleil, je suis tout rouge, mais je vais quand même en intérieur, dans un décor moins bucolique, essayer de dire quelques petites choses de synthèse sur est-ce que l'intelligence artificielle rend bête ou intelligent, et je vais surtout dire pourquoi certains ont envie de penser que ça rend bête plutôt qu'intelligent. Je conclurai en disant comment utiliser intelligemment l'intelligence artificielle selon moi, mais je prendrai particulièrement les exemples des contenus éditoriaux. Est-ce que l'intelligence artificielle permet de faire de meilleurs contenus éditoriaux ou pas? Voilà ce que je vais vous dire. Mais je voudrais faire une note d'impression, si j'ose dire. C'est que d'abord, cette question, elle est tombée. Je vois bien qu'il y a une agitation en ce moment. Alors avant-hier, il y a un vieil ami qui m'écrit: je me retire des affaires, j'ai vendu mon entreprise, le métier allait trop impacté par l'intelligence artificielle, je ne me voyais pas remettre en cause tout voilà, et me lancer dans une nouvelle aventure, donc je jette le gant, je prends mon chèque et je me casse avant que ce soit trop le bordel. Et effectivement, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'intelligence artificielle est une lame de fond. Elle l'est déjà, mais elle en est à ses débuts. Ce sera un tsunami qui va modifier en profondeur énormément de métiers. Et je sais qu'il y a la tentation de dire, certains disent, il faut arrêter l'intelligence artificielle, arrêter de nous en parler. En réalité, il faut en parler tout le temps, parce qu'il faut que tout le monde mesure la gravité de la révolution technologique et la fulgurance de la révolution technologique qui arrive et qui va impacter tous les métiers, notamment les métiers dits intellectuels, tous les métiers qui reposaient sur l'utilisation de la connaissance, j'allais dire pratiquement livresque, vont être bouleversés, bouleversés par l'intelligence artificielle. Et je crois qu'on ne peut pas se permettre en Europe de faire le village gaulois, parce que nous disparaîtrons comme ça. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine sont les principales puissances en matière d'intelligence artificielle, et nous n'avons pas le choix, nous aussi, si nous voulons exister dans le monde de demain, exister en tant qu'entité politique, nous devons nous mettre à l'intelligence artificielle. Je sais que beaucoup de gens qui regardent cette chaîne sont, comme moi d'ailleurs, souverainistes. Si vous voulez que la France continue à exister, il faut qu'elle devienne une puissance de l'intelligence artificielle. Et donc il faut se mettre dans le bain au lieu de ramer à contre-courant, que ça vous plaise ou pas. Et de ce point de vue-là, l'Europe a déjà pris trop de retard par rapport notamment aux investissements américains. Pour survivre, pour exister demain en tant qu'entité politique, autre que l'Albanie, si vous voulez, sous Enver Hoxha, nous devons nous mettre à l'intelligence artificielle, que ça nous plaise ou pas. Ça, c'est le premier point, et j'entends bien les discours passéistes de plein de gens qui pensent que aimer la France, c'est en faire une pièce de musée, un objet de musée, et c'est tuer ses forces vives. Bien non, la France, ce n'est pas un animal empaillé, c'est un animal vivant, et la survie de l'animal dépendra de sa capacité à se mettre à l'intelligence artificielle, que ça vous plaise ou pas, parce qu'en réalité, l'histoire ne vous demandera pas votre avis. En revanche, elle vous jugera comme ayant été des petits-enfants gâtés qui ont dilapidé l'héritage et qui n'ont pas été à la hauteur de leurs ancêtres, ou bien comme des petits-enfants qui ont été capables de se remettre en cause et de relever le défi du rayonnement millénaire de la France. La question est là. On va dire aimer la France, ça ne veut rien dire, tout le monde peut dire ça. Mais aimer la France en payant de sa personne, en donnant de sa personne pour que la France s'adapte et survive, ça c'est aimer la France. Aimer la France pour la tuer à petit feu, en disant gna gna gna, tout est nul, et les étrangers, et les francs-maçons, et la République, et les droits de l'homme, et ceci et cela, c'est pas aimer la France, ça c'est dilapider l'héritage. Et arrêtez, si je sais qu'il y a, j'en parle directement parce que je sais qu'il y a
plein d'espèces de vieux fossiles ronchons comme ça qui regardent cette chaîne, faites-moi un plaisir, changez de chaîne, vous êtes perdus, vous êtes des boulets à tirer et vous empêchez les gens intelligents de venir sur cette chaîne. Et moi je préfère avoir des auditeurs intelligents que des vieux ronchons, passéistes et qui pensent tout savoir sur la France et qui n'y connaissent pas le début de l'once d'un manuel d'histoire de France. Voilà, celle-là elle est faite. Mais je vous réexplique, moi je voudrais avoir un lectorat intelligent et ouvert d'esprit, pas un lectorat de gens bornés, angoissés par l'avenir et avachis intellectuellement qui ne veulent plus se remettre en cause. Voilà, vous l'avez compris je pense. Donc l'intelligence artificielle, effectivement, elle est une lame de fond et il y a déjà plein d'entrepreneurs notamment qui se disent j'arrête le métier parce que je n'aurai pas le souffle, j'aurai pas l'énergie de repenser mon métier. Voilà. Point numéro 1, ça existe. 2, je vois bien que ça perturbe tout le monde et effectivement il y a un certain nombre d'autruches qui se mettent la tête dans le sable en disant c'est nul. Je pense à ceux qui ont fait circuler l'excellent post de Laurent Ozon sur Telegram, donc j'en profite pour en faire sa pub, j'aime bien Laurent Ozon, mais qui souligne le manque de métissage de l'IA actuelle. Et donc qui dit l'IA se fait de la consanguinité, et donc petit à petit elle va disparaître comme ça parce qu'elle va fabriquer un savoir handicapé, crippled epistemology comme disait le fameux Kassenstein, qui est l'inventeur de la théorie de l'infiltration cognitive. Pour ceux qui ne me lisent pas, regardez quand même ce que sur la chaîne, sur la playlist Éric Verac de la chaîne YouTube, j'en ai pas mal parlé. Donc ça, c'est un sujet. Effectivement, il y a plein de choses sur l'IA négatives. Je vais moi-même dire du mal de l'IA tout de suite. Mais ensuite, je dirai à quoi elle sert. Et donc, je vais rejoindre Laurent Ozon. Il y a plein de défauts structurels dans l'IA, voilà, et qui font que ce n'est certainement pas la panacée, ce n'est pas une baguette magique. Je n'ai aucun problème à le dire. Deuxièmement, l'IA, semble-t-il, produit, et je le crois profondément, des déficits neuronaux, des effondrements cognitifs. C'est-à-dire que les gens qui remettent leur vie à l'IA, qui s'en remettent à l'IA, deviennent complètement zinzin. Voilà. Et s'avachissent l'esprit. Voilà. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors notamment, il y a une étude, je ne sais plus quel pays, qui montre que des étudiants qui utilisent quotidiennement l'IA, qui remettent leur destin entre les mains de l'IA et donc qui au fond se repose complètement sur l'automatisation que l'IA permet pour ne plus réfléchir, perdent un certain nombre de connexions neuronales. Donc d'une certaine façon, l'IA détruit le cerveau de ceux qui l'utilisent comme des auxiliaires de vie. Vous savez, c'est la personne qui a un accident, qui doit se faire une rééducation douloureuse pour pouvoir remarcher et qui dit finalement je me fous dans un fauteuil et il y a des gens qui vont m'apporter à manger, qui vont me porter. C'est compréhensible, c'est humain, mais enfin ça s'appelle s'avachir au lieu de faire l'effort douloureux de remarcher, de réapprendre. Et il y a des gens qui vont utiliser l'IA comme ça, c'est-à-dire qui vont s'en remettre à l'IA. Mais et ça créera des dommages irrémédiables au cerveau, c'est-à-dire que les gens ne seront plus capables, ensuite n'auront plus les connexions neuronales possibles pour faire les opérations qu'ils ont déléguées à l'IA en s'en débarrassant, en les oubliant, hein, voire en les ayant jamais apprises. Ce qu'on ne sait pas encore, toutefois, c'est est-ce que l'IA va ouvrir, va créer de nouvelles connexions neuronales? Ça, on ne le sait pas, il faudra du temps pour le savoir. Mais je vais maintenant dire ce que je pense de l'IA et je vais dire du bien de l'IA. D'abord, je voudrais dire que effectivement, si l'IA produit des dommages irrémédiables sur des connexions neuronales, elle ne fait qu'amplifier une tendance qui existait bien avant l'IA. Hein. C'est comme si vous me disiez la calculatrice a fait disparaître le calcul mental. Oui, c'est vrai, chez les enfants qui n'ont pas appris le calcul mental. Et je vois effectivement aujourd'hui, et les dégâts ont été causés bien avant l'IA, donc ce n'est pas l'IA qui en est responsable, mais je vois aujourd'hui, quand je vais dans un magasin acheter, il faut rendre la monnaie, je vois des jeunes, surtout des jeunes, pas que des jeunes, voilà, malheureusement, mais beaucoup de jeunes sont aujourd'hui paniqués
à l'idée de devoir faire un calcul mental simple, c'est-à-dire une soustraction sous 1000, c'est-à-dire par exemple, ah, vous me devez 322,18 € monsieur, et vous me donnez 400 €, combien je dois vous rendre? Il y a des jeunes qui sont paniqués à l'idée de faire ces calculs. Et même parfois sous 100, c'est-à-dire vous me devez 38,72 € à la caisse du Monoprix, je vous donne un billet de 50 €, merde, combien, et si la machine ne leur dit pas combien rendre, ils ne savent pas combien il faut rendre. Alors, au Monoprix, le problème ne se pose pas parce qu'il y a une machine qui calcule, mais chez un petit commerçant qui n'a pas forcément la calcul, je vois des tas de jeunes qui sont incapables de faire une soustraction simple. Voilà, une soustraction à 2 chiffres avec des décimales. Et ça, c'est quand même problématique, mes amis. Voilà. Et ça prouve que on n'a pas attendu l'IA pour ne pas savoir faire. Ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'IA, elle va amplifier ce phénomène d'effondrement cognitif, mais elle ne va pas le créer. Et là-dessus, l'IA, elle va être le reflet, mais je prends l'exemple du calcul mental, ce sera la même chose c'est la même chose avec les GPS. Moi, je vois les gens qui sont incapables de s'orienter désormais, ils ont le GPS et ils vont là où le GPS leur dit. Et tu te dis, mais ah non, mais moi je suis le GPS. Ça n'a rien de nouveau, hein. Mais l'IA va effectivement amplifier les dégâts de ce phénomène parce que les gens qui aujourd'hui se disent, moi il y a une calculatrice, je ne fais plus l'effort de calculer moi-même, il y a un GPS, je ne fais plus l'effort de trouver mon chemin moi-même, ces gens-là vont faire la même chose avec l'IA et effectivement la bêtise va gagner. Mais qu'est-ce qui est en faute? C'est l'IA ou l'avachissement des esprits? Qu'est-ce qui est en faute? C'est l'IA ou la paresse des gens? Voilà. Moi, je crois que c'est la paresse des gens. Et que donc, d'une certaine façon, l'IA, les défauts de l'IA sont le miroir des défauts humains, des paresses humaines, des faiblesses humaines, de l'avachissement que nous connaissons dans ce pays et plus généralement en Occident depuis une 50aine d'années. Et donc, plutôt que de tuer le messager, posons-nous la question du sens du message. Et là-dessus, je voudrais dire du bien de l'IA, notamment sur les métiers comme celui que je fais de production de contenu éditorial. Parce que l'IA, elle est productrice d'une révolution extraordinaire. Moi, quand je pose une question à l'IA, elle m'apporte en un temps record des informations extrêmement précises et riches qu'il me fallait avant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour réunir. Et ça, c'est une révolution dans l'accès au savoir. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. C'est une révolution dans l'accès au savoir qui est prodigieuse. C'est-à-dire que, je le rappelle, je reprends cet exemple, moi quand j'étais petit, fils d'ouvrier au pied de Monterril à Liège, loin de tout, dans une maison où il y avait 10 livres, moi mon père, je le rappelle, il est mort, j'avais 2 ans et demi, il est mort sur un chantier, il avait appris à lire à 18 ans parce que pendant la guerre, son père, mon grand-père avait été fusillé et la famille s'était retrouvée sans rien à la rue, hein, sous administration militaire allemande. C'était pas sympa. Et donc, pour les gens comme moi qui viennent de milieux défavorisés, qui ont connu l'époque où l'accès à l'information, l'accès au savoir était extrêmement coûteux et chronophage, je mesure la différence avec l'IA, avec le fils de prolo d'aujourd'hui. Le fils de prolo d'aujourd'hui, s'il veut s'en sortir, ce qui est sûr, c'est que ses parents lui ont payé un smartphone, et ce qui est sûr, c'est qu'il a la faculté d'avoir un compte X, ou d'avoir accès à Gemini. Ma fille qui a 12 ans, elle va sur Gemini, sur le module gratuit de Gemini, même sur le module gratuit de Gemini ou de Grok 3, Grok 4, vous avez accès à une information gratuite dans des temps records, qui est d'une richesse extraordinaire. Par rapport à ce que j'ai connu moi enfant, c'est un rétablissement de l'égalité des chances qui est phénoménal. Et ça, il faut s'en féliciter, il faut savoir le dire. Alors je sais qu'il y a des scrogneux, ah oui, mais c'est faux, il faut vérifier. Et effectivement, il faut vérifier ce que dit l'IA. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'ici, quand on voulait apprendre, on passait beaucoup de temps à chercher. Et chercher, c'était parfois aller dans une bibliothèque, prendre un bus, des embouteillages, zut, voilà. La bibliothèque maintenant ouvre à 14 h, je perds 2 heures dans la rue. C'était ça, chercher. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et ça vient tout seul. C'est un gain de productivité extraordinaire. Et c'est surtout un délestage de tâches inutiles.
prendre un bus et être bloqué dans les embouteillages puis attendre 2 heures que la bibliothèque ouvre, ça n'a aucun intérêt si pendant ce temps-là vous pouvez faire 2 ou 3 requêtes sur l'intelligence artificielle qui vous font gagner du temps. Donc c'est un gain. En revanche, l'intelligence artificielle, elle vous dispense de perdre votre temps dans les embouteillages. Alors effectivement, si vous faites le choix de le remplacer par des petits jeux sur Internet ou aller voir une série Netflix pour demi-débile, vous faites un choix d'avachi qui est de ne pas utiliser le gain de productivité que permet l'IA pour progresser et aller plus vite. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus vite, l'IA, elle vous permet de rassembler une quantité colossale de connaissances et d'informations brutes qu'il vous appartient de vérifier et qu'il vous fallait avant un temps infini pour rassembler. Et donc ça va être notamment dans le savoir universitaire une révolution colossale. Simplement, l'IA, elle va permettre au cerveau des universitaires, au cerveau de ceux qui veulent apprendre, les apprenants comme on dit dans le jargon français, elle va permettre à ce cerveau de ne plus se faire des nœuds en disant zut, je dois attendre 2 heures parce que la bibliothèque est fermée, qu'elle rouvre seulement dans 2 heures. Elle va leur dire pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais pour traiter la masse colossale d'informations qu'on vient de te délivrer. Et donc, et c'est notamment le cas pour ceux qui produisent des contenus éditoriaux, pour les journalistes si vous voulez, c'est que l'IA va les obliger à ne plus se comporter comme des producteurs de contenu, mais comme des superviseurs de contenu. C'est-à-dire que l'IA va obliger les universitaires, les journalistes, pour utiliser cette expression, à vérifier les contenus qui sont livrés par l'IA, les faire parler, rebondir dessus, les retravailler. Ce travail, alors Nietzsche l'avait décrit, je crois que c'est dans Par-delà le bien et le mal, dans l'introduction de mémoire, dernier paragraphe, il parlait de la rumination. Et il disait la philosophie est un art de la rumination. C'est-à-dire, pour penser, pour s'élever dans la pensée, il faut revenir régulièrement sur les mêmes sujets, les remettre en cause, se reposer des questions. Le contraire du hamster dans la roue. Je vois plein de gens qui vont sur des chaînes gratuites que vous connaissez très bien, où on leur livre tous les jours de quoi nourrir le hamster dans sa roue. C'est les mêmes slogans, les mêmes répétitions, les mêmes simplifications, les mêmes exagérations outrancières, les mêmes phrases. Le prolétariat va gagner, alors on ne me dit plus comme ça, mais le peuple va gagner, etc. La caste est au bord de l'implosion, toutes choses qu'on répète tous les jours, qui n'arrivent pas, mais les gens sont des hamsters et on les nourrit comme des hamsters pour qu'ils restent des hamsters, c'est-à-dire qu'on va leur redire en permanence la même chose. C'est-à-dire qu'on va leur faire ingérer de la bouillie comme une oie qu'on gave pour faire du foie gras ou un canard. On gave le canard tous les jours pour faire un foie gras et à la fin on le tue et on bouffe le foie gras. C'est le contraire de la rumination. La rumination philosophique, c'est effectivement revenir sur les mêmes sujets, mais en disant mais hier on m'a dit un truc, et si c'était faux? Et peut-être que en fait les autres ont raison. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Cette capacité en permanence à écouter les contradictions et en faire son beurre, si vous voulez. C'est ça la pensée. Ceux qui disent mais moi monsieur vous me dites tous les jours la même chose, sinon je vous explique que vous êtes un macroniste, l'opposition contrôlée, vous êtes un défenseur de la finance. Effectivement, c'est des oies qu'on gave et qui finiront, voilà, il y a des chaînes qui sont spécialisées dans le gavage des oies pour rendre les gens débiles et leur bouffer le foie à la fin. Moi je crois que le savoir c'est effectivement différent, c'est être capable tous les jours de remettre en cause ce qu'on croyait acquis. C'est ce que j'ai appris d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une expérience maçonnique, parce que la base de la maçonnerie, c'est de dire, écoute, les cathos ils croient à la révélation, une fois que la révélation est faite, on ne peut plus la remettre en cause. Eh bien, nous pensons que le progrès humain, c'est la remise en cause des certitudes. Ce sont deux visions du monde différentes. Et je crois qu'effectivement, la pensée, la construction intellectuelle, l'intelligence, c'est être capable en permanence de remettre en cause ce qu'on nous a dit en disant d'avoir un doute. C'est la base de la pensée cartésienne, c'est le doute. Voilà. Ce qu'effectivement l'Église catholique considère comme diabolique. Si dans l'Église vous dites mais est-ce que Dieu existe vraiment, vous êtes tout de suite ah mais tu es luciférien. J'ai entendu ça sur Radio Courtoisie. Tu es luciférien. Oui, je suis luciférien parce que je pense que l'intelligence humaine, c'est remettre en cause la révélation en permanence et se dire et peut-être et si on se trompait. Et je crois que le doute est plus intelligent que la certitude.
Et là-dessus, l'intelligence artificielle, elle permet d'amplifier le doute et de l'enrichir, c'est-à-dire que la quantité colossale d'informations qu'elle donne permet de faire infiniment plus de variations eidétiques, comme disait le philosophe Husserl, fondateur de la phénoménologie. La masse colossale d'informations que l'intelligence artificielle donne permet de tourner beaucoup plus autour des choses pour en connaître la vérité que les méthodes humaines, simplement humaines, ne permettaient de le faire avant. Et donc je pense que les esprits qui effectivement se disent « je ne suis pas un hamster dans une roue », quand j'ai une révélation, je ne me contente pas de la répéter tous les jours, j'ai besoin de la remettre en cause pour progresser, ceux-là feront leur beurre de l'intelligence artificielle et ceux-là, ils vont en profiter. Alors, que ce soit clair, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être catho, ni que les cathos sont idiots. Simplement, la part d'obscurité, d'obscurantisme intellectuel dans l'Église, c'est effectivement de considérer que toute forme de doute sur la révélation est de nature luciférienne. Et ça existe, je lis plein de commentaires de gens qui croient ça. Et signé un con. Il y a un obscurantisme dans la foi catholique qui existe, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont la foi, mais il y a une façon de pratiquer sa foi et de vivre sa foi qui peut être profondément obscurantiste, c'est-à-dire idiote. Voilà. Je sais que je vais me faire haïr, ceux qui détestent ce que je viens de dire, et je le redis, moi je suis très respectueux, je me suis marié à l'église, ma fille est baptisée, j'ai pas de problème de fond avec le catholicisme, et j'admire l'église en tant qu'entité, et je suis très largement admiratif et interrogé par le Nouveau Testament. Maintenant, il y a chez les cathos des cons, comme chez les francs-maçons il y a des cons, comme chez les musulmans il y a des cons, comme chez les juifs il y a des cons. Et je suis agacé par ceux qui disent « je suis catho et donc j'incarne la France de toujours qui était bien, lumineuse, etc. et les autres sont idiots ». Voilà. Je tiens à le dire, ce qui fait progresser l'intelligence, c'est le doute, c'est la capacité à douter notamment des narratifs officiels, y compris ceux de l'Église, et je crois que ceux qui aiment le doute parce qu'ils sont intelligents et qu'on ne peut pas être intelligent sans être dubitatif, ceux qui aiment le doute vont énormément gagner grâce à l'intelligence artificielle, car cette intelligence artificielle va les faire progresser. Voilà ce que je voulais dire. Donc je suis très optimiste sur le sujet, mais effectivement, il faut mettre des limites à l'intelligence artificielle, il faut apprendre à s'en servir, et c'est une arme. On ne peut pas en faire n'importe quoi, sinon elle devient dangereuse. À très bientôt mes amis.